Beaucoup de choses à dire sur cette vidéo, donc je vais rapidement commencer. J'ai pas besoin de vous présenter l'homme que je vais vous présenter aujourd'hui, la suite va faire le reste. J.W. Gacy Jr. est le premier fils d'une mère danoise et d'un père, John Gacy Sr. d'origine polonaise. Il est né en 1942, le jour de la Saint-Patrick, dans la ville de Chicago. Il avait une grande sœur qui s'appelait Joanne et allait en avoir une petite. Les trois enfants Gacy furent élevés dans la foi catholique et suivirent leur scolarité dans des écoles privées respectables du nord de Chicago. Gacy grandit dans un quartier de classe moyenne. Il ne pouvait pas faire de sport au vu de problèmes cardiaques, mais fut tout de même membre des Boy Scouts et occupera des petits boulots après ses études. Les petits boulots qu'il occupait, cela consistait par exemple à distribuer les journaux ou encore à mettre les courses des clients dans les sachets du supermarché. Donc en 1949, son père fut informé que son fils et un autre garçon avaient été pris en train de caresser sexuellement une jeune fille. La même année, il se fera agresser par un ami de la famille. Alors bien que n'étant pas particulièrement populaire à l'école, il était tout de même apprécié de ses enseignants. Lors de sa jeunesse, il se fera de bons amis chez les scouts. On peut donc dire qu'il eut une enfance normale, mais seulement jusqu'à un certain point. Car à l'âge de 11 ans, il jouait à côté d'une balançoire lorsque celle-ci, poussée par un autre enfant, le frappa violemment à la tête. Donc ça provoquera un caillot sanguin dans son cerveau. Ce dernier ne fut découvert que 5 ans plus tard, lorsque l'on voulut comprendre pourquoi John Gacy souffrait de fréquents évanouissements. Ces évanouissements cessèrent lorsque le caillot fut détruit. Donc en plus de ses problèmes de santé, Gacy dut subir le caractère de son père, notamment et à partir de l'adolescence. Il lui arrivait bien souvent de battre son fils, mais il préférait passer son temps à l'insulter. Gacy eut néanmoins quelques problèmes au lycée. Même s'il obtenait de bonnes notes, il décida de le quitter à 17 ans et partit à Las Vegas après une terrible dispute avec son père. Il travaillait donc à mi-temps comme concierge dans un salon funéraire. Et c'est notamment à cette époque-là qu'il découvrit que les cadavres ne l'effrayaient bizarrement pas. Tout de même conscient de son erreur, il lui fallut 3 longs mois pour gagner assez d'argent afin d'acheter le billet qui allait le ramener chez lui à Chicago en 1964. À son retour, il s'inscrivit à l'école de commerce de l'université de Northwestern. Il obtient son diplôme sans difficulté. John Gacy s'avéra être un vendeur né, un beau parleur et un charmeur. Il pouvait convaincre n'importe qui de n'importe quoi. Ceux qui le connaissaient le considéraient comme un homme sympathique, très ambitieux, qui cherchait à se faire un nom. Il travaillait tellement qu'un jour, il fut hospitalisé pour épuisement nerveux. En 1965, il avait atteint le poste de vice-président des Jaycees de Springfield, l'association dans laquelle il consacrait tout son temps libre. En 1966, il sortit enfin de sa période de crise financière et travailla comme gestionnaire de 3 restaurants KFC. Un an plus tard, son épouse donnera naissance à 2 enfants. Un fils nommé Michael en mars, suivi d'une fille nommée Christine en septembre de l'année suivante. Il décrira cette période de sa vie comme étant parfaite. Donc cependant, il avait un côté plus minable de vie. Il était impliqué dans des échanges de femmes et s'intéressait intensivement à la pornographie et à la drogue. Il trompait régulièrement la sienne, donc sa femme, et un côté homosexuel semblait prendre le dessus chez lui. Dorénavant, il faisait souvent des avances à des hommes ou de très jeunes adolescents qu'il fréquentait dans la vie. Donc durant la naissance de sa fille, il sera évalué pendant 17 jours et 2 médecins psychiatriques l'examinèrent comme ayant un trouble de la personnalité. Après sa condamnation pour viol et sodomie orale, sa femme demandera le divorce et il ne reverra plus jamais ses enfants. Seulement 21 mois de prison plus tard, il fut remis en liberté conditionnelle sans avoir effectué le quart de sa peine. Il décida ensuite de commencer une nouvelle vie, mais les agressions sexuelles continuèrent. Le 1er janvier 1972, il voulut ramener sa mère chez lui après la soirée du Nouvel An. Mais elle refusa, préférant rester un peu et être accompagné par quelqu'un d'autre. Il s'en alla seul et conduisit dans Chicago à la recherche de compagnie. Il rencontra un jeune homme de 18 ans à la gare routière et l'emmena chez lui. Ils burent de l'alcool et eurent des relations sexuelles. Ensuite, Gacy prit un couteau et le tua. Ce crime expéditif marque le début d'une très longue série de meurtres s'étalant sur une période de 7 ans. Un soir, au début de l'année 1976, il décida de sortir pour trouver un partenaire sexuel dans la rue. Il aperçut Johnny Butkovich, à qui il devait de l'argent. Une fois chez lui, il lui proposera à boire et le convainquit de se laisser menotter pour lui montrer comment fonctionnait son tour de magie. Mais l'adolescent, une fois attaché, ne put justement se détacher. Il se mit alors à hurler et Gacy lui dira qu'il lui ôterait les menottes seulement s'il s'agenouillait pour lui promettre qu'il ne lui réclamerait plus jamais d'argent. Terrifié et en larmes, Johnny promit.
mais Gacy le viola et força l'adolescent à lui faire une fellation. Il finit par l'étrangler à l'aide d'un garrot. Il dormit quelques heures et le lendemain creusa un trou dans son garage et y traîna le corps pour l'enterrer, puis il recouvrit le sol de ciment. La police de Chicago fut prévenue de la disparition de l'adolescent, puis interrogèrent Gacy, mais sans rien trouver à lui reprocher. Ils finirent finalement par conclure que Johnny Butkovich avait fait une fugue, comme de nombreux jeunes gens à l'époque. Le 6 avril 1976, Gacy fit sa troisième victime. Il ramena chez lui un jeune homme nommé Darrell Sampson, 16 ans, à qui il avait promis un emploi. Gacy le viola et l'étrangla pour finalement une nouvelle fois l'enterrer dans le vide sanitaire sous sa maison. Le 24 octobre 1976, Gacy enleva et tua deux amis adolescents nommés Kenneth Parker et Michael Marin. Les deux jeunes hommes avaient été vus pour la dernière fois sur la terrasse d'un restaurant. Ils ont été étranglés et enterrés dans la tombe que le tueur avait creusée dans son sous-sol quelques jours auparavant, comme pour anticiper un double meurtre. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire aussi, Gacy creusait les tombes à l'avance puisqu'il anticipait ses meurtres. Donc 2 jours plus tard, un employé de 19 ans, du nom de William Bundy, disparaît. Il sera étranglé et enterré dans le vide sanitaire, cette fois-ci directement sous la chambre de Gacy. Le 22 mai 1978, Jeffrey Ringel, qui s'était disputé avec sa petite amie, voulait faire un tour à Newton, un quartier populaire de Chicago, pour se changer les idées. Alors qu'il marchait, une Oldsmobile noire s'arrêtait devant lui. Un homme enrobé se pencha à la fenêtre et le complimenta sur son bronzage. Tout heureux de cette rencontre providentielle, Ringel monta dans la voiture et accepta la marijuana que lui tendit son nouvel ami. Quelques minutes plus tard, alors qu'ils discutaient tranquillement, l'homme se jeta sur lui et plaqua un chiffon imbibé de chloroforme sur le visage du jeune homme. Lorsque Jeffrey Ringel reprit conscience, il réalisa qu'il était à l'intérieur d'une maison dans une chambre où était accrochée la photo d'un clown. Sa tête et ses mains étaient attachées à une sorte de pilori. Son agresseur était nu devant lui et pointé. L'un des godemichés de taille différente étalés sur le sol. Ce soir-là, Ringel fut brutalement violé, torturé et chloroformé par son kidnappeur des heures durant. Le lendemain, en fin de matinée, Jeff se réveilla habillé sous une statue du Lincoln Park à Chicago. Son corps le faisait souffrir de partout. Il était surpris d'être encore en vie. Il se traîna jusqu'à l'appartement de sa petite amie qui le conduisit à l'hôpital, où il y restera 6 jours entiers. Sa peau était lacérée et brûlée en plusieurs endroits. Son visage était tuméfié et boursouflé. Son anus était déchiré et son foie était gravement et définitivement endommagé par le chloroforme que son violeur avait massivement utilisé sur lui. Mais cela n'était rien comparé au traumatisme émotionnel qu'il avait subi. Donc un peu plus tard, Gregory, l'employé de Gacy, venu pour creuser un trou dans le vide sanitaire, deviendra très rapidement une nouvelle victime. Gacy voulut lui montrer un nouveau tour de magie, cette fois avec une corde, donc Gregory accepta, il se laissa tout simplement attacher les mains dans le dos, tandis que Gacy passait l'autre bout de la corde autour de son cou. L'adolescent commença à s'inquiéter lorsque Gacy se mit à rire et à le gifler. Le tueur le traita d'imbécile, car plus Gregory tentait de se détacher et d'enlever les menottes, et plus la corde se serrait autour de son cou. Gacy le viola et l'étrangla pour lui couper la respiration durant des heures. En fait, dès que l'adolescent sombrait dans la conscience, il le réveillait. Alors il le réveillait en lui mettant des petites gifles, pour en définitive l'étrangler dans la nuit et enterrer son corps dans la tranchée que l'adolescent avait lui-même creusée. Les crimes vont s'enchaîner, mais finalement, le 11 décembre 1978, Robert Pist, âgé de 15 ans, disparaît. Il a été signalé à la police que le garçon avait été vu pour la dernière fois à la boutique de sa mère. Donc 10 jours plus tard, une recherche amena la police directement devant la maison de Gacy à Des Plaines, dans l'Illinois. Ils découvriront les preuves de son implication dans de nombreux actes horribles, y compris de meurtres. Il sera plus tard déterminé que Gacy avait tué 33 garçons et jeunes hommes, dont la plupart avaient été enterrés sous la maison et le garage, tandis que d'autres avaient été jetés dans la rivière de la ville. Il est quand même à ce moment-là rapproché au plus grand tueur en série américain. Son procès débuta le 6 février 1980. Il plaida non coupable pour cause d'aliénation mentale. Ce moyen fut rejeté catégoriquement. Son avocat, Sam Emirantes, dira alors que Gacy avait des moments de folie temporaire et qu'après chaque assassinat, il retrouvait sa santé mentale après avoir disposé du corps de sa victime. En fin de compte, on surnommera Gacy comme le clown tueur car lors de ses crimes, il se déguisait et endossait son rôle de pogo. Il sera aussi connu comme l'un des tueurs en série les plus vicieux de l'histoire américaine. Il sera finalement condamné à purger 12 peines de mort et 21 peines à perpétuité.
Donc il a été emprisonné par la suite au centre correctionnel Ménard, donc sur ce que l'on sait, et pendant presque une décennie et demie, et durant tout ce temps, n'a jamais exprimé le moindre remords à l'égard de ses victimes. Selon un rapport, ses derniers mots furent « Kiss my ass », donc « embrasse mon cul », à un des agents des services correctionnels alors qu'il était envoyé à la chambre d'exécution. Après son exécution par injection létale, son cerveau sera extrait et confié au docteur Helen Morrison à des fins d'analyse. Toutefois, le psychiatre légiste ne constatera aucune anomalie. Donc écoutez, je vous laisse. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Moi, je l'ai fait vraiment au feeling, comme ça j'avais envie de parler librement. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne continuation et salut les gens.